Ne crois pas que j'exagère les conséquences de cette revue. C'est toute sa vie, ses aptitudes, sa paresse, son cynisme. On ne saurait trouver de plus belle entrée en matière que ces mots de la mère d'Arthur Cravant, Nelly Grandjean, pour qualifier le scandaleux ton et l'énergie poétique incontrôlable du projet littéraire de son turbulent fils, tel qu'il le conduisit de 1912 à 1915 avec la revue Maintenant. Elle ne parle pas seulement d'un projet singulier, comme vous le découvrirez dans les minutes à venir, c'est surtout que ce projet se voulait unique, et même au-dessus des originalités d'un contexte artistique effervescent. Le Paris des années 10 et la naissance des avant-gardes, au point de pousser la postérité à faire de lui la figure tutélaire de ces mouvements, allant de Dada au surréalisme pour alimenter les situationnistes, puis d'autres individualités littéraires et artistiques après eux. Mais n'eut besoin pour le prouver de retracer son héritage à travers les différents mouvements du XXe siècle. Nul besoin non plus de retracer précisément sa trépidante biographie de jeune homme agité né à Lausanne sous le nom de Fabian Lloyd, dans une famille anglaise établie selon la mode britannique de l'époque dans le canton de Vaud. Il y vécut devant son enfance, loin du commérage, fustigeant les liens de sa famille avec le réprouvé Oscar Wilde, bâcla ses études dans une prestigieuse institution britannique, prit le chemin de l'aventure à travers l'Europe, l'Amérique du Nord, peut-être l'Australie, pour choisir de s'établir à Paris, à mesure que se déterminait une vocation littéraire ambitieuse, éminemment nourrie d'un vécu de vagabond transfiguré. Parce que l'approche de Cravant par sa biographie ou sa place dans l'histoire des pratiques artistiques a déjà été faite, souvent de façon admirable. À travers des essais, des articles, des expositions, nous vous proposons de retourner à la source littéraire d'un poète à l'origine de bien des légendes, les poèmes de la revue Maintenant, 4 pièces hétéroclites, emportés à toute allure dans la trajectoire d'un projet poétique digne d'être discuté. Tout commence avec des paroles que 3 essayistes s'étant penchés sur Cravant considèrent comme un probable texte de jeunesse épris d'un symbolisme finissant, repris et retouché pour porter l'esprit du 2e numéro de Maintenant, daté de juillet 1913, que Cravant signe certainement pour cette raison sous le nom d'Édouard Achinard. Préoccupé à donner quelques lustres à d'anciennes poésies, comme il l'indique dans un autre texte de sa revue, on ne pouvait pas rêver de plus imprévisible contre-pied littéraire à un moment où les poètes surenchérissaient en nouveautés pour celui qui se présentait aux milieux artistiques les plus avancés de l'époque comme poète et boxeur. Écoutons le poème. Des paroles. La vie n'est pas du tout ce que vous pouvez croire. Un ouvrage très simple où tout a son histoire. Elle est bien plus que sa mêlée et tout s'y voit, et le mal et le bien sujet des mêmes lois. Chaque heure a sa couleur qui pour jamais s'efface, sans plus que cet oiseau laissé d'elle une trace, le souvenir en vain voudrait de ces couleurs réunir en un bouquet les diverses odeurs. Le souvenir ne peut que remuer des cendres lorsque dans le passé, il espère descendre. Ne pensez pas qu'un jour il vous sera permis de vous dire « Je suis de moi-même l'ami » et de faire avec vous la paix définitive. Vous resterez livrés à vos alternatives. Quand vous verrez demain, vous méconnaîtrez hier. Vous vous renierez avant qu'il fasse clair. Les jours défunts tendront devers vous leurs images, pour que vous y lisiez vos anciens outrages. Et ceux de l'avenir troubleront de leurs plaintes les beautés que pour vous le soir dolent a peintes. En voulant rassembler autour de votre cœur les sentiments épars dans les prés du malheur, vous serez le berger sans son chien qui l'assiste. Vous ne saurez pas plus pourquoi vous êtes triste que vous ne saurez l'heure où naquit votre ennui. Las de chercher le jour, vous goûterez la nuit. Elle vous nourrira de ses vergers obscurs. Les arbres de la nuit ont des conseils plus sûrs que l'arbre de la science où s'a pris le péché, et que du sol maudit vous n'avez arraché. Quand vous verrez pâlir vos plus pénibles peines, que vous respirerez de l'automne l'haleine, l'hiver viendra frapper de son puissant marteau vos précieux moments, les répandre en morceaux.
Il vous faudra toujours vous lever de vos sièges, gagner d'autres chagrins, vous prendre à d'autres pièges. Les saisons tourneront dans leur cours embaumé, solaire ou dévasté, vous vous parfumerez à leur passage tiède, et vous ne saurez dire si vous avez souffert ou joui de sentir. Alors même que tout pour vous sera perdu, il vous faudra reprendre un voyage éperdu. Vous avez tout quitté, mais resté éligible, et solitairement, sans plus rien qui ne brille, il vous faut acquérir le pain quotidien d'une existence dont il ne vous faut plus rien. On vous fera du mal, vous voudrez vous défendre, car vous ne saurez pas que vous devez dépendre des autres qui de vous sont indignes autant que vous l'êtes de Dieu. Et quand viendra le temps de déposer vos maux, vous serez insensibles, car leur fardeau avait cessé d'être pénible. Que vous alliez par champs, par ville ou par les mers, vous garderez toujours des soucis les plus chers, un grand soin. Il vous faut songer à votre vie, au lieu de la vivre ainsi qu'une partie où le meilleur joueur est celui qui s'oublie et cessant de se voir voit ce qui le convie. Quand désormais, lassé de vouloir contempler le parcours sinueux de vos jours étalés, vous voudrez regagner les lieux de vos étables, vous ne trouverez plus qu'une odeur détestable. Vos coursiers auront fui sous d'autres cavaliers pour les pays perdus des automnes rouillés. Comme une rose ardente au soleil de septembre, vous sentirez vos chairs s'affaisser de vos membres. De vous, il restera moins qu'un rosier taillé et que le printemps guette afin de l'habiller. Si vous voulez aimer, vous ne saurez qu'y prendre afin que d'être aimé il y puisse prétendre. Il vous sera plus court de ne point désirer, que vos cœurs tourmentés ils soient accaparés. Quand le soir tombera sur vos chemins déserts, vous n'aurez pas de crainte et direz « De quoi sert de se faire souci, advienne ce que veuille, qu'ainsi qu'un fruit le temps, mes actions les cueillent. » Vous voudrez retrancher de vous certaines parts que vous désapprouvez. Vous voudrez faire la part de ceci, de cela, donner à l'un carrière, l'autre le consigner avec une barrière. Cet autre révolté deviendra monstre armé. Laissez-vous donc aimer tout ce que vous aimez. Acceptez-vous entier, acceptez l'héritage dont vous êtes formé et transmis d'âge en âge jusqu'à votre entité. Restez mystérieux, plutôt que d'être pur, acceptez-vous nombreux. La vague héréditaire est plus que vous puissante, ainsi que sur le sein reposant d'une amante, par elle, laissez-vous porter jusqu'aux confins, où l'être s'abolit et renonce à ses fins. Il faut que tout en vous vive et se multiplie. Qu'importe la moisson et les épis qu'on lit, vous êtes la moisson et non le moissonneur. Et de votre domaine, un autre est laboureur. Quand vous verrez partir de votre adolescence, tous les rêves déchus issus de votre enfance virginale élancés auprès des frais jasmins, une fille adorable assemblant de ses mains le bouquet de l'amour sera dans vos mémoires la dernière vision et la dernière histoire. Dès lors, il vous faut vivre avec la chair en rut. La maudite passion fait retentir son luth au carrefour charmant dont le beau jour s'incline, ainsi que dans la plaine expire la colline. La tacite beauté des espaces sacrés sera pour vous troublée, et jamais vous n'aurez désormais cette paix que le cœur pieux donne à l'âme, sa sœur tendre, en laquelle il résonne. L'inquiétude aura remis tout en question, et vous serez sujets aux plus folles actions. Et que tout se flétrisse au bord de nos journées.
Nul dieu n'en vient rêver de notre destinée. Les jours s'en vont, et seul l'ennui ne s'en va pas. On dirait un chemin qui s'enfuit sous nos pas, dont l'horizon se change, alors qu'à notre marche demeure la poussière ou la boue qui s'attache. On a beau dire et faire agir et puis penser, on est le prisonnier de ce monde insensé. Les molles enchantements des premières années sont engrangés par l'expérience accréditée. Nos plus beaux souvenirs se changent en poison. L'oubli, le pur oubli, reste seul de saison. Quand près d'une fenêtre aborde la soirée, qui peut donc recevoir cette voile inclinée sans regretter le jour qu'il apporte en ses eaux, qu'il fût fait de joie ou comblé par les mots, nous attachant à l'un et déplorant les autres, regrettant les départs de tout ce qui fut nôtre et regrettant du jour tout ce qui l'a taché. Qui que tu sois, ô homme, à ne te point fâcher de tout ce qui t'advient, as-tu donc su l'apprendre quand tu touches enfin au moment de t'étendre, comme un chacal puant, le remords ne vient-il dévorer ton repos de son museau subtil? Quelque chose de doux, quelque chose de triste, au flanc des midis blêmes et réalistes, vient tenir à notre âme un langage infini. Le rideau se soulève au vent d'après-midi et la journée s'effeuille avant que de s'éteindre. Et sa maturité semble déjà se plaindre au bord des couchants roux du vase approfondi qui doucement se creuse et lentement grandit. Le premier truc qui moi m'a choqué, c'est on est dans quelque chose de très moderne et d'à la fois extrêmement traditionnel, sur le point de vue poétique, sur le point de vue de l'histoire, de l'historicité même de la poésie. Et en même temps, on est dans une nouvelle forme de fuite. Est-ce que c'est des échecs réguliers qui le font réessayer, ou est-ce que ce sont des succès qui le font essayer de recommencer? Toujours dans une multiplicité, mais il y a toujours cette idée quand même de fuite, de l'ennui. Toute sa vie, après, va essayer de combattre cet ennui, cette mélancolie. Hein. C'est tous les voyages qu'il va faire, il va se faire escroc, il va se faire plein de métiers différents, encore une fois peut-être pas au sens étymologique non plus, mais ce sera toujours une fuite constante, et c'est pour ça que ça me touche vraiment sur la forme. C'est qu'en même temps il y a une régularité, il y a un amour de l'alexandrin, du classique, en même temps il y a une fuite de l'alexandrin qui n'est pas nouvelle, hein, je suis d'accord. Donc, de toute façon, toute la revue maintenant le montre, hein, qu'il y a cette chose-là, mais est-ce qu'elle n'est pas déjà présente dès sa jeunesse, dès l'écriture de ce poème-là, qui a quand même cette force, hein. Quel est votre Cravant? Quelle est l'image de Cravant que vous avez quand vous lisez, quand vous pensez à lui? Ah, je crois que c'est le passeur de frontières, celui qui échappe, celui qui refuse d'être pris, celui qui préfère, au fond, un certain rêve à cette recherche d'identité. Chez Cravant, c'est quelque chose qui me semble très important, et très important à des époques où de plus en plus on essaie d'expliquer aux gens ce qu'ils sont, ce qu'ils devraient être, ce qu'ils pourraient devenir, c'est-à-dire ces espèces de cadres dans lesquels on veut à tout prix vous faire entrer, et me semble-t-il à partir du moment où on est dans un cadre, quel que soit ce cadre, qu'il soit très petit, très bas, très haut, je ne vois pas tellement la différence, et en tout cas certainement pas l'intérêt. Cravant échappe à cela. Il y a une expression là que je n'ai pas reprise parce qu'elle appartient un peu en propre à José Pierre, qui est celui de déserteur. Un peu comme Rimbaud d'ailleurs. Oui. Les jours s'en vont et seul l'ennui ne s'en va pas. On dirait un chemin qui s'enfuit sous nos pas, dont l'horizon se change alors qu'à notre marche demeure la poussière ou la boue qui s'attache. On a beau dire et faire, agir, et puis penser, on est le prisonnier de ce monde insensé. Et avec ce même sentiment que l'ennui, on ne peut fuir l'ennui qu'éternellement, enfin, l'ennui est quelque chose à fuir éternellement, l'ennui est odieux. Rimbaud détestait, Ça, c'est très, très haïssait aussi, hein. l'ennui à un niveau, l'ennui baudelairien. Puisque là, on revient même, on
on a parlé des symbolistes, là on revient sur le monstre délicat de Baudelaire, qui est l'ennui, hein, C'est ça. c'est Satan trismégiste, hein, etc., etc. Ce que ne va pas faire Cravant, bien Ouais, sûr, ouais. c'est la fuite, hein, Mais, pour Cravant. mais ce qu'on sent chez Cravant, c'est que sa solution, ce qui transparaît en tout cas dans ce poème, sa solution pour résoudre le problème de l'ennui, c'est comme s'il s'était dit un jour, on va vivre à intensité extraordinaire. On va vivre de frasques, de scandales. On va rompre les conformismes, les codes ennuyeux, desséchants, étriqués, parce que derrière tout ça, en fait, il y a un ennui insupportable. C'est pour ça qu'il se moque de Gide, qui est en effet un littérateur, un prosateur, déjà assez ennuyeux lui-même, mais dont la vie elle-même exprime, sointe l'ennui quand il va le visiter, ou je ne sais pas s'il l'a vraiment visité ou si c'est un récit imaginaire inventé. En tout cas, si on l'en croit, l'intérieur, le comportement, la componction d'André Gide a tout pour irriter un volcan comme Arthur Cravant. Et c'est comme si Cravant s'était donné le projet, voilà, tout plutôt que l'ennui. André Gide, par Arthur Cravant. Monsieur Gide, où en sommes-nous avec le temps? Apprenant qu'il était 6h moins un quart, je me levai, serrais affectueusement la main de l'artiste et partais en emportant dans ma tête le portrait d'un de nos plus notoires contemporains, portrait que je verrai esquisser ici, si mes chers lecteurs veulent bien m'accorder encore un instant leur bienveillante attention. Monsieur Gide n'a pas l'air d'un enfant d'amour, ni d'un éléphant, ni de plusieurs hommes. Il a l'air d'un artiste. Et je lui ferai ce seul compliment, au reste désagréable, que sa petite pluralité provient de ce fait qui pourrait très aisément être pris pour un cabotin. Son ossature n'a rien de remarquable. Ses mains sont celles d'un fainéant, très blanches, ma foi. Dans l'ensemble, c'est une toute petite nature. Monsieur Gide doit peser dans les 55 kilos et mesurer 1m65 environ. Sa marche trahit un prosateur qui ne pourra jamais faire un vers. Avec ça, l'artiste montre un visage maladif, d'où se détachent vers les tempes de petites feuilles de peau plus grandes que des pellicules, inconvénient dont le peuple donne une explication en disant vulgairement de quelqu'un « il pèle ». Et pourtant, l'artiste n'a point les nobles ravages du prodigue qui dilapidait sa fortune et sa santé. Non, 100 fois non. L'artiste semble prouver au contraire qu'il se soigne méticuleusement, qu'il est hygiénique et qu'il s'éloigne d'un Verlaine qui portait sa syphilis comme une langueur. Et je crois, à moins d'un démenti de sa part, ne pas trop m'aventurer en affirmant qu'il ne fréquente ni les filles ni les mauvais lieux. Et c'est bien encore à ces signes que nous sommes heureux de constater, comme nous aurions eu souvent l'occasion de le faire, qu'il est prudent. J'ai montré l'homme et maintenant j'eusse volontiers montré l'œuvre si, sur un seul point, je n'eusse pas besoin de me redire. C'est un poème qui, comment dire, en anglais on dirait meandering, c'est un poème qui c'est pas qui tourne en rond, mais qui fait un petit peu une spirale et qui se cherche quand même pas mal. Il y a au début, on est sur des déclarations qui sont qui sont plutôt un peu métaphysiques, un peu morales, et puis après on tombe assez rapidement dans ce qui est assez étrange pour lui, c'est une sorte d'élégie en fait. On rentre vraiment dans quelque chose qui est plutôt qui exploite davantage l'aspect un peu tragique, à la fois de son ethos et de sa philosophie de vie, cette espèce d'idée que justement la personnalité un peu se décompose en différentes intuitions, différents instincts et différents désirs, et que ça sert à rien de lutter contre et qu'il faut pas maintenir une cohérence, etc. Et j'ai l'impression que justement il a un rapport qui est beaucoup moins gai et joyeux à ça dans ce poème-là que dans les autres, justement. Oui, c'est assez mélancolique, il y a une tonalité assez mélancolique, comme un regret, une élégie, je suis assez d'accord. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit affleurer ce thème qui va traverser toute l'œuvre de Cravant et sa vie, qui est justement cette multiplicité, ce qu'il appelle ma funeste pluralité, il me semble. Il appelle ça comme ça. Dans un autre poème. Et encore une fois, ma funeste pluralité, il le célèbre pas Oui, c'est ça. Et j'ai noté en effet le mot funeste, comme s'il prévoyait qu'en effet cette pente au panthéisme, à l'identification à toute chose, allait pour lui être fatale, et il s'est peut-être pas trompé là-dessus. Mais on voit affleurer en effet ce thème, plutôt que d'être pur, acceptez-vous nombreux, des
des choses comme ça, qui résument d'ailleurs en un éclair ce qui va faire la suite de son parcours. Et ça, c'est amusant de voir ça affleurer dès un poème de jeunesse, retravaillé, certes retravaillé, qu'il a à dessein mis dans sa revue. Donc ça veut bien dire qu'il portait toujours cette thématique. Enfin, il a voulu en effet l'exposer franchement. Florian Parmentier. Il existe un pluralisme philosophique, grandiose conception de ce génie à facettes multiples qu'est J.H. Rony aîné. Mais en esthétique, c'est M. Arthur Cravant, neveu d'Oscar Wilde, qui revendique le gouvernement de l'école pluraliste. Déjà, M. Cravant, qui dirige la revue Maintenant, avait inventé le machinisme, avec lequel peut-être le dynamisme de M. Guibaud n'est pas sans analogie. Son pluralisme est davantage caractéristique de l'inquiétude, de la perplexité dans laquelle se débat l'âme moderne, tiraillée à la fois dans le sens de l'impassibilité par le développement anormal de la raison. Ce pluralisme consisterait à chanter les milliers d'hommes qui coexistent en un seul, la multitude des aspirations qui se partagent l'esprit humain, la foule des instincts qui se disputent en nous la suprématie et qui triomphent à tour de rôle. En effet, justement, ce qui m'intéresse particulièrement dans ce poème-là, c'est qu'il met ailleurs beaucoup l'accent sur toutes il se gargarise et se réjouit énormément de toutes les possibilités de vie dans lesquelles il peut se diviser. Il y a un panthéisme qui, moi, me rappelle vraiment beaucoup Álvaro de Campos de Fernando Pessoa. Et que justement, dans ce poème-là, en fait, finalement, et surtout à la fin, on est plutôt mis en face de tout ce que la vie ne nous aura pas laissé être en dépit de toutes ces projections qu'on a eues, quoi. Et que justement, on peut être dans une sorte de kaléidoscope de possibilités et toujours se retrouver avec un seul destin posé qui finalement est relativement rachitique par rapport à tout ce qu'on avait envisagé, tout ce qu'on avait vu à l'horizon, quoi. On a après l'affirmation que l'hiver viendra frapper de son puissant marteau vos précieux moments, les répandre en morceaux, tout un passage qui finalement est assez peu dans la multiplicité, dans la pluralité, assez peu dans le foisonnement, assez peu, et plutôt dans une sorte de résignation. On a des phrases comme « alors même que tout pour vous sera perdu, il vous faudra reprendre un voyage éperdu. Vous avez tout quitté mais restez éligible, et solitairement, sans plus rien qui ne brille, il vous faut acquérir le pain quotidien d'une existence dont il ne vous faut plus rien. » Mais c'est très mélancolique, hein, c'est très... Oui, c'est très mélancolique, et justement, il y a une sorte de comment dire... résigné avant la lettre. C'est ça, il y a une résignation, et une exhortation à s'acharner, mais qui est justement presque volontariste, en fait. Elle a assez peu de matière, justement, dans ces quelques vers-là. Et on a une photo d'Arthur Cravant chez lui. Ça, c'est près de l'observatoire. Ça, c'est une photo très intéressante parce qu'on a les petits chats qui font un contraste avec sa corpulence. Ouais. Ouais. Peut-être que c'était quelqu'un de très sensible. Personne ne sait vraiment parce qu'il n'y a plus de témoins. Autobiographie. Je naquis en Suisse, dans la ville de Lausanne, lors d'un voyage de mes parents anglais. Et ce fut la cause de la première complication de mon caractère, qui devait être si multiple que j'ai toujours cru que toute l'humanité se résumait en lui. J'ai vécu dans tant de milieux différents qui m'ont formé, que j'ai fini par posséder tous les défauts, vices, qualités et vertus, tous les sentiments qui sont généralement partagés entre plusieurs hommes et plusieurs animaux. Mon héroïsme, ma lâcheté, ma paresse, mon travail, mon goût des départs, mon amour du foyer, mon honnêteté, ma malhonnêteté, mon énergie, ma faiblesse, mon lucre, mon désintéressement, mon amour et ma haine des livres, mon hypocrisie, ma sincérité, mon indépendance, mon officialité, mon amour immodéré de la nature, ma passion pour les métropoles, mon goût pour le naturel, mon penchant à l'artificiel, ma misanthropie, mon altruisme, ma brutalité, mon angélique douceur, ma gentillesse, ma méchanceté, ma férocité, ma pitié, ma cruauté, mon indifférence, mon immense amour, mon rêve, mon activité, ma santé, ma décadence,
mon inconstance, ma fidélité, tout, ma modestie, ma vanité, ma folie des grandeurs, ma politesse, ma grossièreté, ma primitivité, ma civilisation, mon sérieux, mon inconscience, ma croyance, mon irréligion m'ont fait connaître tant de malheurs et de bonheurs nouveaux, tant de sentiments doubles, que je me considère depuis plusieurs années comme le plus sensiblement humain de tous les hommes qui ont jamais vécu. Ce plaisir d'être triste, comme disait Victor Hugo, il dure quand même pendant c'est ce qui est l'équivalent au moins d'une trentaine de vers, quoi. Enfin, vous sentirez vos chairs s'affaisser de vos membres, de vous il restera moins qu'un rosier taillé. Puis il y a même d'autres phrases encore plus pessimistes, qui sont si vous voulez aimer, vous ne saurez qui prendre afin que d'être aimé, il y puisse se prétendre. C'est qu'en plus personne, vous ne trouverez personne justement qui puisse un tant soit peu vous inspirer, etc. Et puis finalement, ce à quoi ça débouche, c'est une sorte d'exhortation à l'atavisme des instincts qui arrive sur acceptez-vous ainsi, acceptez l'héritage dont vous êtes formé et transmis d'âge en âge jusqu'à votre entité, restez mystérieux plutôt que d'être pur, acceptez-vous nombreux. Ouais. C'est là où le poème bascule. Il bascule alors que c'est de là qu'il avait commencé, justement. Il bascule en revenant à son inspiration première. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a une longue parenthèse de mélancolie pour revenir finalement à ce qui est essentiellement, du point de vue en tout cas de la pensée et de sa philosophie, une répétition, parce qu'il l'a dit déjà dans les premiers 20 vers du poème. On sent, comme tu l'as dit, qu'il y a différents mouvements, que les poèmes basculent, il y a des idées mais qui ne sont pas séparées justement par des parties, comme si ça formait un tout du coup. Oui, ça forme un tout, mais justement c'est un tout qui est un peu aigre-doux en fait. Tout à fait. Il y a et justement juste après ça, ce qui finit par le sortir tout à fait de cet aspect élégiaque pour un peu y revenir dans la foulée, c'est cette espèce d'affirmation. Quand vous verrez partir de votre adolescence tous les rêves déchus issus de votre enfance, virginale et lancée auprès des frais jasmins, une fille adorable en semblant de ses mains, c'est que justement il y a justement cet amour, il y a un amour soudain et qu'on avait arrêté d'espérer pourtant d'hiver plus tôt en disant que personne, justement, de toute façon on ne trouvera personne pour même y prétendre, qui est un amour un peu miraculeux qui vient rallumer un petit peu son âme. Et juste à la suite, on a, dès lors il faut vivre avec la chair en rut, la maudite passion fait retentir son luth. Et justement, en fait, c'est dès qu'on a une sorte de répit vis-à-vis de ce début, de ce long passage élégiaque, en fait, on a déjà de l'aigre qui s'ajoute un petit peu au sucre qu'on venait de trouver. En fait. L'accalmie est très 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 courte. Exactement. Ouais. Et c'est un truc qu'on va retrouver beaucoup dans ces poèmes suivants, finalement, où à chaque fois on a on passe de toutes les merveilles en fait de la modernité qui sont comme ça gargarisées à travers et à travers les énumérations et toutes les différentes sources d'inspiration qu'on y trouve, et qui finit sur des urinoirs qui sont les derniers endroits éclairés. Enfin, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de ces poèmes, justement, de cette manière en fait de retomber brusquement dans quelque chose même parfois de pestilentiel, de tout à fait, et parfois de fécal, justement, qui vient comme ça mélanger au merveilleux, parce qu'il comme pour bien affirmer que ça qu'on n'a jamais droit à quelque chose, à une substance non adultérée en fait. On n'a toujours jamais droit à une substance vraiment pure, et qu'on est en fait toujours dans l'encaissement de ce qui est de désagréable dans le réel. En fait. Ça on va je vais me permettre de dézoomer, mais ça on va aussi se rendre compte dans sa vie tout court en fait. Est-ce que c'est un poète heureux, un poète mélancolique? On sent qu'il navigue un petit peu entre les deux. C'est pour ça qu'il va sans arrêt fuir pas juste comme Céline va fuir ou comme Brassens va fuir pour la deuxième. C'est pas ce genre. Et lui, il fuit vraiment au sens littéral. Il va en Amérique. Absolument, mais il fait faire des faux passeports. Tout à fait, des faux passeports, des fausses identités. Et puis même les différents métiers qu'il fait, les escrocs, tout ça, etc., voleurs, c'est aussi sur des fausses identités également. Donc on retrouve, j'ai l'impression, ce cheminement, ce slalom-là dans ce poème même. C'est juste. Et le fait de ne pas avoir de structure, ça fait comme
l'histoire de sa vie en fait, qui serait un tout en fait, naissance, mort et tout, etc. Et jalonné de différents moments d'accalmie, certes, mais on retourne toujours à la misère quelque part. Il me semble que Cravant a été très vite persuadé que les destinées obéissaient à d'autres lois que celles que les hommes veulent définir et veulent imposer aux autres hommes, et qu'il a tout fait pour échapper à ces lois, à cette manière très, très directe, très immédiate, qui était justement un sport, la boxe, mais également en utilisant ces autres armes qui sont les mots. C'est assez, en effet, très étonnant, et c'est un des charmes, finalement, de Cravant, ce pouvoir de s'échapper au sens très physique, enfin, de ne pas être là où on pourrait imaginer qu'il est, d'être partout ailleurs. Et cela apparaît déjà dans ses années de collège en Angleterre, et cela apparaîtra quelques mois avant sa mort lorsqu'il écrira ses dernières lettres à Minaloy, ou lorsqu'il écrira ses derniers textes. Il y a continuellement chez Cravant la réalité de l'aventure, qui tantôt passe par ces intermédiaires habituellement qualifiés de littéraires, à d'autres moments par des intermédiaires tout à fait différents, scandale, action plus ou moins jugée répréhensible au nom de la morale. Peut-être que la seule manière d'accepter cette vie quotidienne, enfin cette espèce de quotidien tellement pesant, tellement banal, pour Cravant, c'était de se fondre dans autre chose, dans une autre réalité. Cravant a certainement été un artisan de rêve, et d'un rêve auquel il s'est livré lui-même, dans cette espèce de course à travers le monde, et jusqu'à un point où lui-même a disparu. Est-ce que c'est fait exprès, ces vers qui sont pas des alexandrins en fait? On tombe sur des vers de 11 syllabes, sur des vers de 13 syllabes en plein milieu. Il n'y a pas d'explication particulière. Oui, c'est un alexandrin qui est assez cabossé en fait. C'est très cabossé, et je n'ai pas trouvé dans le fond du poème, d'explication à cette démantibulation en fait de l'alexandrin. Mais moi, je les trouve pas si cabossés que ça. Il y a quelques vers faux ou les mystiches, je sais pas exactement, mais il y a des diérèses bizarres aussi quand même. Oui, il y a des l'ensemble est plutôt quand même assez cohérent, classique. C'est classique, oui. Alexandrin classique, même dans l'inspiration, dans le ton aussi. Ouais. Régulier, même les rimes, l'alternance féminine, masculine. Et qui aussi, lui, s'en va au bout d'un moment. Il y a masculine, masculine, féminine, féminine, tout ça, etc. Rime suivie, on s'enchaîne bien. Et au milieu du poème, ça s'enlève. Il y a 5-6 rimes féminines, masculines qui se suivent. Mais c'est apparemment un poème de jeunesse qu'il a placé dans le deuxième numéro de Maintenant. Quant à savoir s'il a fait exprès, déjà l'écriture en alexandrin à l'époque, on prenait des libertés sur l'alternance, enfin sur tous les règles prosodiques, l'alternance féminine, masculine, sur même les déplacements à l'hémistiche. Même Rimbaud se permet parfois des placements à l'hémistiche qui sont déjà assez étonnants. Assez oui, bien sûr. Mais moi, j'étais plutôt frappé par le caractère assez classique, régulier par rapport au reste du poème sur la forme, qui évoque un poème assez dans la mode symboliste, qu'elle faisait à la fin du 19e siècle. Avec un rapport un peu léger aux exigences de la prosodie classique. C'est ça, avec des beaux vers, assez classiques, comme une rose ardente au soleil de septembre, etc. Qui sont des alexandrins parfaits, classiques, que Ronsard aurait pu écrire, des choses comme ça. Justement, moi, celui que ça m'a rappelé, c'est davantage... parce qu'en plus, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est de la rime plate. C'est du AABBCC, et ça m'a fait penser aux satires de Mathurin Régnier qu'à du Ronsard ou du Bellay, parce que justement et puis ça a cet aspect un petit peu moral et cet aspect un petit peu aphoristique de poser comme ça des vérités générales et des sortes de vérités philosophiques qui sont supposées un peu pesées, et ça se sert un petit peu de la pompe naturelle de l'alexandrin pour un petit peu marquer ses affirmations propres à sa philosophie personnelle, quoi. Mathurin Régnier.
Sans parler, je t'entends, il faut suivre l'orage, aussi bien on ne peut tout choisir avantage. Nous vivons à tâtons, et dans ce monde ici, souvent avec travail, on poursuit du souci. Car les dieux courroucés contre la race humaine ont mis avec les biens la sueur et la peine. Le monde est un berlan où tout est confondu. Tel pense avoir gagné qui souvent a perdu, ainsi qu'en une blanque où par hasard on tire, et qui voudrait choisir souvent prendrait le pire. Tout dépend du destin, qui, sans avoir égard, les faveurs et les biens sont mon de départ. Mais puis qu'il est ainsi que le sort nous emporte, qui voudrait se bander contre une loi si forte? Suivons donc sa conduite en cet aveuglement. Qui pêche avec le ciel pêche honorablement, car penser s'affranchir c'est une rêverie. La liberté par songe en la terre est chérie. Rien n'est libre en ce monde, et chaque homme dépend, comte, prince, sultan, de quelque autre plus grand. Tous les hommes vivants sont ici-bas esclaves, mais suivant ce qu'ils sont, ils diffèrent d'entraves. Les uns les portent d'or, les autres de fer. Mais n'en déplaise aux vieux, ni leur philosophie, ni tant de beaux écrits qu'on lit dans leurs écoles, pour s'affranchir l'esprit, ne sont que des paroles. Il y a une idée un peu comme Aragon de s'adresser à la multiplicité qui dormirait, qu'on voudrait réveiller. Et déjà, le premier vers est une invective au lecteur de ne croyez pas, etc. etc. Donc est-ce que ça vient aussi du côté boxeur, de provoquer, de donner un coup peut-être dans la masse qui s'endort? Est-ce qu'il y a cette critique-là aussi dans ce poème-là? Prendre un coup sur la tête, c'est tellement poétique, quoi. C'est tellement voir 36 chandelles. Et puis c'est vrai aussi qu'il y a une espèce de, sans chercher trop loin, il peut y avoir une communauté de destin entre les poètes et les boxeurs. Ces poètes qui travaillent tellement pour une lumière et une gloire tellement éphémère. Quand ils ont fait 3 vers pour soulever le monde, c'est bien le plus. Hein. Donc ils se préparent, ils piochent, ils travaillent dans l'ombre, hein, pour une gloire de 3 vers. Quoi. Et un combat, c'est pareil. Quoi. C'est-à-dire le type, il se bagarre contre son sac de sable dans l'ombre et pour un destin qui bascule, quoi. Où il fait un grand vers, où il fait un grand match, où il perd, il fait un poème médiocre. Quoi. Barry McGuigan disait « Je peux pas être poète, je sais pas raconter. Alors, je suis boxeur. » Ça sert justement cette ambition qui lui est propre justement de vouloir un peu choquer son audience aussi, d'envoyer quelque chose d'un peu bâclé, quoi. Aussi. Bâclé, moi j'aime beaucoup ce mot-là. Moi je suis pas d'accord avec... la quasi-totalité des vers sont des vers réguliers. Un des rares faux vers, ou vers avec les mystiches un peu décalés, sont engrangés par l'expérience accréditée. Mais déjà, on n'était plus à l'époque de Malherbe, à l'époque de Victor Hugo, et il a mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Mais voilà, ça faisait déjà 50 ans depuis Victor Hugo qu'on n'en était plus à la syllabe près pour les mystiches. Et même Rimbaud et même Baudelaire, on trouve parfois des hémistiches justement placés de manière un peu décalée, qui souvent servent à jeter un trouble intéressant dans la sonorité, la musicalité, la marche du vers. En vérité, moi j'étais étonné en relisant Cravant, en relisant justement des paroles. J'avais le souvenir d'un Cravant prédadaïste, déjanté, provocateur, prosopoème, ultramoderniste avant la lettre, et j'étais étonné d'être tombé sur les vers de jeunesse de Cravant, extrêmement bien exécutés, suivant la forme classique. Donc c'est quelqu'un qui en effet a une formation classique impeccable. Il faut quand même prendre au sérieux le poète Cravant qui travaillait ses poèmes. On voit dans ses brouillons, il y a des vers qui reviennent, il dit qu'il les porte pendant 10 ans. On sait aussi qu'il a lu Précellence de la langue française d'Henri Estienne, il lisait du Bellay.
Il lisait Chateaubriand. Il dit aussi quelque part qu'il apprend le grec et le latin pour assouplir sa langue. Donc il y a un vrai travail qu'on sous-estime en général et qui donne ses poèmes, après cette liberté qu'il a dans ses poèmes, elle est avant travaillée. C'est souvent le cliché qu'il y a sur les dadaïstes, les surréalistes, c'est qu'on oublie que ces gens-là étaient des artistes, étaient des artisans, ont énormément travaillé avant de produire ces œuvres qui ont l'air comme ça automatiques. Il y avait une maîtrise derrière. Et c'est d'autant plus méritoire de sa part, comme Rimbaud, c'est à partir d'une maîtrise du vers français, d'alexandrin, que Rimbaud va le disloquer, voire l'abandonner tout à fait et expérimenter le poème en prose, dans les illuminations, etc. Si on veut faire un parallèle avec Cravant, à partir d'une certaine maîtrise classique, peut-être pas aussi excellente que celle de Rimbaud, qui est indépassable évidemment, il s'en émancipe, il tente autre chose, il bascule dans la modernité, comme Apollinaire aussi, qui savait très bien écrire le vers français, mais qui, là aussi, dans Zone, étire, revient à l'alexandrin. Et là, on aurait pu dire, en effet, on a quelque chose de cabossé, de tantôt classique, tantôt pas. Oui, mais après, il n'y a pas que la prosodie aussi, si tu veux. Le problème, c'est que son alexandrin, il est pompeux. Il est quand même assez... et qu'il est quand même assez dans une espèce de martèlement comme ça, très auguste, de ses affirmations. Il est un peu ronflant. Et puis quand tu fais quelque chose de ronflant avec des choses enfantines qui viennent l'aérer un peu, ça fait finir par faire un tout qui est un peu, qui en effet est moins, comme tu disais, moins maîtrisé que ce qu'on trouve chez Rimbaud, quoi. Oui, mais après ça, j'ai envie de dire, ça va sans dire, c'est pas le poème du siècle, c'est pas le bateau ivre, c'est une élégie un peu ronflante, post-symboliste, mais là on parle de la forme, c'est pas là où je pense qu'en effet quelque chose se démarque, mais ce qui est intéressant, en tout cas pour ce qui est de Cravant, c'est de voir affleurer ces thèmes en un éclair. L'essentiel se dit toujours en un éclair, disait Heidegger au sujet d'Héraclite. Il y a une fulgurance comme ça dans un vers, plutôt que d'être pur, acceptez-vous nombreux, où il faut que tout en vous vive et se multiplie. Qu'importe la moisson et les épis qu'on lit, vous êtes la moisson et non le moissonneur. Et il y a une anticipation en un éclair qui est intéressante pour ce qui est de Cravant, pour éclairer un programme plus volontariste, plus vital, plus incarné. Bertrand Lacarelle. Le poème auquel il appose cette signature est composé en alexandrin, en des termes choisis et précieux. Il est de tonalité parnassienne et symboliste. On pense qu'il s'agit d'une œuvre de jeunesse, sans doute retravaillée. Malgré son manque d'originalité formelle, Cravant se résout à le publier, d'une part parce qu'il aime l'exercice de versification, et d'autre part pour les idées qu'il contient. Le titre, désinvolte, des paroles en l'air, ne doit pas empêcher de lire ici une sorte de poème-programme, un manuel existentiel. La tonalité générale est mélancolique, voire doloriste. Il est question du temps qui nous échappe, du monde insensé. L'influence d'André Gide et des nourritures terrestres semble poindre dans des vers où il est question de la sensualité de la nature, de la moisson. Plus cravanienne, la formule « plutôt que d'être pur, acceptez-vous nombreux ». Le thème de l'ennui, récurrent chez Cravant, est également présent. Les jours s'en vont, et seul l'ennui ne s'en va pas, on dirait un chemin qui s'enfuit sous nos pas. Ces deux vers font curieusement écho aux vers du Pont Mirabeau d'Apollinaire, publié en 1912, « Les jours s'en vont, je demeure ». Mais c'est amusant de voir qu'il y a tout dans ce... C'est vrai qu'il y a tout dans ce poème. Ouais, il y a tout dans ce poème. En le relisant, c'est vrai que je m'en rends compte, mais c'est vrai qu'en fait, tous les thèmes, et même, il y a une anticipation de la vie de Cravant, de ce qui va le hanter, de ce qu'il va vouloir fuir, de son rapport au monde, de son rapport à la société bourgeoise étriquée de son temps. Moi, ça me choque qu'il l'ait fait dans sa jeunesse, en fait. C'est ça qui me... Parce que c'est tellement... à part ces vers de 13 syllabes et de 11 syllabes qui me gênent un petit peu, c'est extrêmement... on serait peut-être pas d'accord sur ça, mais c'est abouti pour moi. C'est extrêmement abouti. On sent qu'il y a une connaissance de la poésie classique
très très puissante, et ça se voit que c'était retravaillé après coup, et quand même il l'a gardé. Donc il ne l'a pas... voilà, Baudelaire, les poésies de jeunesse, il les en a mis de côté. Hein. On les a réintégrées après sa mort dans les nouvelles éditions des Fleurs du Mal, mais qui ne sont pas intégrés là-dedans. Donc après, les Fleurs du Mal, c'est 20 ans, il me semble, 25 ans de poèmes, mais lui, par exemple, si on prend Baudelaire, il les a quand même écartés. Lui, il les garde. Est-ce que vraiment c'est déjà présent à ce moment-là chez lui? Ce qui est quand même très fort, hein, pour le coup. Enfin, moi, c'est ce qui m'a choqué avec ce poème-là. Déjà, une envie de mettre des claques, hein, si j'ose dire. Il y a aussi, justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de taper dans la masse, non pas nécessairement des lecteurs et des bourgeois, etc., mais justement des avant-gardes naissantes, justement, en leur envoyant comme ça un alexandrin, alors que... Ce qu'ils n'auront pas du tout compris, d'ailleurs. C'est ce qui... L'exposition des indépendants. PS. Ne pouvant pas me défendre dans la presse contre les critiques qui ont hypocritement insinué que j'appartenais soit à Apollinaire ou à Marinetti, je viens les avertir que, s'ils recommencent, je leur tordrai les parties sexuelles. L'un d'eux disait à ma femme « Que voulez-vous, monsieur Cravant ne vient pas assez parmi nous ?» Qu'on le sache une fois pour toutes, je ne veux pas me civiliser. Pour moi, là, il fait ses gammes. Ouais. Comme on dit en musique. Il fait ses gammes, mais il fait ses gammes comme beaucoup. Il fait ses gammes de manière très très... la vision est déjà... Sa pensée transparaît déjà, ça commence à se cristalliser déjà dans ses gammes, justement. Ouais, c'est ça. Mais comme vous savez, comme Rimbaud pastichait énormément dans ses premiers poèmes les auteurs qu'il venait de lire ou d'apprendre à l'école et à apprendre à connaître, avec les génies d'ailleurs, ça a permis à Rimbaud de faire ses gammes, vraiment d'assimiler, d'intégrer, d'incorporer la maîtrise et la métrique du vers en lui, pour ensuite évidemment s'en libérer. Mais il faut d'abord peut-être en passer par là, faire ses gammes, voilà, en effet parfois un vers un peu ronflant, un peu scolaire, qui paraît inauthentique, scolaire, même s'il y a des... Moi je trouve qu'il y a des belles trouvailles, il y a des fulgurances, il y a des... Ça m'évoque plutôt, je vais peut-être être audacieux, mais parce qu'ils évoluent à la même époque, il y a quelque chose de Artaud là-dedans, je trouve aussi, parce que cette citation de Artaud qui est ici dans Héliogabale me rappelle justement ce poème-là, c'était la poésie, c'est la multiplicité broyée et qui rend des flammes. Moi, ça m'évoque assez bien cette citation, mais est-ce que est-ce que dans l'écriture vraiment, dans le processus de création, au moment précis où il l'écrit, pas forcément où il le retravaille, est-ce que Cravant est conscient de ça? Justement, cette multiplicité qui va, de toute façon, effectivement, rendre des flammes et auquel il va devoir rendre des comptes aussi. Quand il écrit le poème, dans sa jeunesse, c'est quand même assez extraordinaire. J'ai cherché dans le dictionnaire de l'Académie française un peu ancien et j'ai trouvé que cravanter signifiait taper. Cravanter? Ouais, cravanter. Et puis j'ai trouvé aussi que cravant, c'était un oiseau aquatique. Et même un petit mollusque qui colle aux quilles des bateaux. C'est incroyable, on dirait une prémonition de sa disparition dans le golfe du Mexique. D'ailleurs, toute son œuvre est pleine de prémonitions de son final. Et tu crois qu'il a vraiment disparu? Tu crois qu'il est mort en mer, toi? Je ne sais pas. En fait, il y a une phrase de lui qui dit « La première condition pour être poète, c'est de savoir nager. » Nager.